Dans cette quatrième capsule, continuons d'explorer, si on veut, les événements majeurs qui se sont produits plus ou moins avant les années 1500 et qui, comme je le disais dans les capsules précédentes, ont contribué à faire en sorte que l'homme prémoderne devienne un homme moderne par un virage d'idées, de nouvelles idées. Donc, essentiellement, ce qu'on dit, c'est que l'homme moderne, cet avènement des années 1500 et qui s'étale jusqu'à 1950, c'est l'homme qui apprend à faire confiance davantage aux choses qui viennent, au futur, à l'avenir. On met beaucoup d'espoir dans l'avenir, on découvre que les choses progressent, qu'on peut les comprendre, et tout ça, ça s'opère à partir de quelques innovations dont on avait vu l'invention de Gutenberg, l'imprimerie qui permet la diffusion des savoirs à grande échelle, ce qui permet au progrès de s'élargir, de se faire connaître par de plus en plus de gens. On a vu également la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb qui elle, permet également d'explorer le monde, de le comprendre, de le connaître, de le saisir mieux. Donc encore là, c'est comme quelque chose de tout à fait nouveau et de très, très stimulant pour les Européens. Et arrive en 1500 quelques la découverte, ou si on veut, l'ouvrage publié par Nicolas Copernic. Donc, son ouvrage qui s'intitule La révolution des objets célestes, là, va être écrit aux alentours des années 1508-10, mais je pense 1512-1513, dans ces années-là, va être publié une trentaine d'années plus tard seulement. Donc, un peu avant sa mort, ou à peu près au moment de sa mort, c'est que Copernic craignait beaucoup les réactions de ses contemporains. Il savait très bien, Copernic, que généralement, la thèse de Ptolémée d'un monde, d'un univers centré autour de la Terre était solidement adoptée. Donc, amener une autre idée, c'était très révolutionnaire, c'était presque dangereux. Donc, lui, Copernic, qui est un religieux, qui est un évêque d'ailleurs, catholique, un homme d'église très sérieux, a préféré attendre. Il y a un autre événement également qui vient changer l'Europe. Celui-là, c'est sur le plan religieux, c'est que dans les mêmes années que Copernic, vous avez Martin Luther aussi, 1517, qui lui procède à la Réforme. Évidemment, on connaît bien la Réforme. Ça fait 500 ans cette année que la Réforme a été provoquée par Luther à Wittenberg lorsqu'il va poser toutes ses thèses sur la porte latérale de son église, l'église de Wittenberg. Ça va provoquer un chaos terrible en Europe. Également, ça dérange, ça provoque des tumultes, ça provoque même des guerres régionales aussi, mais ça provoque une dislocation de l'Église catholique aussi. Donc, une partie de l'Europe, surtout le Nord, se tourne vers le luthéranisme, et un peu plus tard, Calvin qui arrive également. Donc, vous voyez qu'on est dans un monde en profonde transformation. Donc, depuis Gutenberg en 1450 jusqu'à Calvin dans les années, même pas un siècle plus tard, l'Europe n'est plus exactement la même. Et elle est entrée dans un nouveau cycle de développement, et c'est ça qu'on appelle, si on veut, le début de l'ère du monde moderne. Un monde qui change, un monde qui prend conscience de ce qui l'entoure et qui prend conscience des améliorations qu'il peut apporter. Donc, c'est plus nécessaire de se garder dans un monde statique. Donc, je l'ai dit, je l'ai répété, si les prémodernes avant mettaient leur espoir dans ce qui était passé, dans les grands héros du passé, les modernes, eux, bon, au début, évidemment, les gens du passé restent toujours une valeur sûre, mais dans le monde moderne, on passe vers vraiment une autre idée. On se met à se rendre compte qu'on peut comprendre le monde dans lequel on est. C'est une grande idée, ça, chez les modernes, c'est que on se donne des outils qui permettent d'explorer l'infiniment grand, l'univers, donc le télescope, va arriver bientôt, c'est surtout sous Galilée que ça va arriver, mais un peu plus tard aussi, le microscope. Donc, on explore l'univers et la multitude des objets qu'il compose, et là, on commence à être capable de comprendre la mécanique céleste, mais c'est la première fois de l'humanité qu'on est capable de le comprendre à ce point. Certains Grecs de l'Antiquité avaient quand même fait des travaux extraordinaires là-dessus. Certains avaient fait des calculs, des équations fantastiques sur la circonférence de la Terre, la distance des objets. Mais
est arrivé avec certains écarts importants, mais quand même, on était déjà dans quelque chose de scientifiquement intéressant. Mais ici, à partir du 16e siècle et du 17e siècle, là, on entre dans une science beaucoup plus précise des corps célestes. Et ça vient changer bien des choses chez les Occidentaux, les Européens surtout à l'époque. Et la découverte du microscope un peu plus tard aussi, on se rend compte que ce qu'on ne voit pas, mais dans la dimension plus petite que nous, est également un univers de détails extraordinaires, de choses à explorer. Donc, c'est comprendre l'infiniment grand, l'infiniment petit. Donc, toutes ces inventions-là, vous le pensez, vont stimuler énormément les gens. Et c'est là que s'installe une idée qu'on pourrait résumer par un mot chez les modernes, c'est la notion de progrès, d'évolution. Les choses progressent et elles progressent de plus en plus parce qu'à mesure qu'on invente des choses durant les 17e, 18e et 19e siècles, bien, ces choses-là deviennent des objets domestiques à l'usage de tout le monde. Donc, c'est comme si on pouvait penser que les gens commencent à saisir le changement. Donc, on est dans un monde avec certaines coutumes, certains objets d'usage, et lorsqu'on meurt, 50, 60 ans plus tard, les choses auront changé déjà beaucoup, ce qui était impensable avant. Donc, c'est en gros le type de changement qui s'incarne. Donc, voyons quelques idées, si on pourrait les résumer, du monde moderne. C'est l'abandon des idées et des savoirs scientifiques des anciens. Et plongeons, tout à fait, un grand plongeon même dans des savoirs futuristes et inconnus, mais prometteurs. Ça, c'est l'homme moderne. On croit vraiment à l'avenir et le passé devient comme dépassé. La mécanique qui régit les objets célestes n'est plus incompréhensible. L'homme n'est plus confiné dans un monde où seuls les récits mythologiques expliqueraient l'incompréhensible. Parce qu'il faut-il le comprendre, c'est que la seule façon avant qu'on avait d'expliquer les mystères qu'on ne comprenait pas, c'était de les associer à des phénomènes mystérieux, magiques ou autres. Donc, on parle de toutes sortes de mythes fondateurs pour plein de phénomènes. Mais là, on s'est dit, OK, mais les choses ne sont pas si mythologiques que ça. Finalement, il suffit de les observer, de les comprendre. Il y a des équations mathématiques dans ça. L'homme se dit, mais non, il n'y a rien d'incompréhensible à l'homme. Donc, vous voyez cette dimension-là de l'homme qui se sent dépassé par tout ce qui l'entoure. Tout à coup, il découvre qu'il n'y a pas besoin de se laisser dépasser. Il va être capable de dépasser ses propres limites et d'aller beaucoup plus loin. L'homme peut comprendre son environnement et donc l'avenir devient soudainement riche de possibilités et de nouveautés. Remise en question de l'idée de Dieu chez les modernes aussi. Et là, c'est évident. Si avant, on avait besoin dans l'équation pour expliquer notre monde, l'univers, ses lois, ses fonctionnements, s'il fallait toujours faire intervenir Dieu dans l'équation, tu sais, de dire, bien, c'est Dieu qui maintient ça en ordre. Mais à partir du moment où on découvre des lois qui régissent l'univers, puis l'univers infiniment grand mais infiniment petit, bien, vous pensez que c'est évident qu'on va se dire, mais Dieu, au fond, est-ce que c'est nécessaire qu'il y ait un Dieu, au fond? Est-ce que ça ne fonctionne pas finalement tout seul en vertu de lois qui sont là? Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est une remise en question de l'idée de Dieu dans le monde moderne. Donc, à partir des années, peut-être pas 1500, mais 18e, 19e siècle, on est encore dans le monde moderne, la révolution des idées en France au 18e siècle, la révolution des technologies, de tout ce qui arrive en Angleterre, l'invention, la révolution industrielle, l'homme et le génie de l'homme apparaissent de plus en plus vainqueurs. Donc, si l'homme peut comprendre avec son intelligence les lois qui régissent le monde, sans recours à Dieu, ainsi donc, Dieu est de moins en moins nécessaire pour expliquer l'existence de l'homme et de cet univers qui est devant lui. Donc, essentiellement, c'est ça le monde moderne. C'est le monde qui découvre que Dieu est plus nécessaire. Donc, on pourrait dire que chez les modernes, on a réussi à exclure Dieu de sa propre création. L'homme devient au cœur
des découvertes. C'est l'homme qui devient le génie de l'affaire. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'un monde très humaniste et de plus en plus athée, donc centré sur la capacité de l'homme à comprendre et à développer et à contrôler son propre environnement. Ça met une confiance inébranlable de l'homme dans l'avenir qui s'en vient. Et là, il y a toutes sortes d'utopies qui vont naître dans ces siècles-là. On s'est dit, l'homme progresse, l'homme s'améliore, l'homme peut améliorer ses conditions de vie, il peut améliorer sa santé, il va inventer plein de choses. Un jour, on va aller sur la Lune, ça, on a réussi à le faire. Un jour, ci, un jour, il va faire ça. Certains vont même, éventuellement, dans ces siècles-là, imaginer l'idée de l'immortalité, qu'on arriverait à tellement améliorer les conditions d'hygiène et de santé, et que la science réglerait tous les problèmes, toutes les maladies, voire même peut-être repousser très, très loin la mort, sinon même la vaincre. Voyez-vous, c'est tout à fait moderne. Il y a un événement, et je vais terminer cette 4e capsule juste pour introduire cette idée-là, cet événement-là, qu'on va expliquer plus amplement dans la capsule 5, c'est le monde de Galilée. Galilée, un siècle après Copernic, donc on parle dans les années 1600, reprend la thèse de Copernic, les ouvrages de Copernic, et réveille cette idée-là, mais lui, à la différence de Copernic, en parle, partage l'idée. Il y a une supercherie, je pense, qui est largement répandue dans nos institutions scolaires, en tout cas ici au Québec. C'est cette idée que Galilée est un pauvre homme, un scientifique, persécuté par les méchants chrétiens, donc l'Église catholique à l'époque, qui, elle, aurait été contre la science. Donc, on fait naître un supposé débat qui oppose science et religion, et même encore aujourd'hui, dans des ouvrages de Christopher Hitchens, de Richard Dawkins, de tous ces bonhommes-là, les grands athées actuels, vont souvent faire mention du début supposé d'une querelle religion-science et dont Galilée aurait été une des pauvres victimes. Donc, avant d'en parler plus amplement en détail, je veux juste dire une chose. Galilée n'a pas vraiment été persécuté par l'Église de son temps, n'a pas vraiment été incarcéré, n'a jamais subi aucune punition, a été libéré de son procès et donc sans plus de conséquences. Maintenant, le fond de l'affaire, c'est pourquoi y a-t-il eu un procès et d'où vient l'idée que le procès opposait science et religion, comme certains athées d'aujourd'hui aiment le dire, et pourquoi ils ont tort d'affirmer ça. Donc, c'est ce qu'on va voir lors de la prochaine émission. Et en comprenant cette histoire de procès de Galilée, on va peut-être comprendre un peu mieux de quelle façon s'articule le discours des agnostiques et des athées aujourd'hui et comment on peut argumenter contre les arguments qu'ils amènent, contre le concept de la chrétienté, de la religion, de la Bible et tout ça dans notre monde d'aujourd'hui. Donc d'ici là, portez-vous bien.